Houlin, Daf Kufiyut Zain, Hamoud Bet. On va étudier donc la page 117, folio B. Houlin, Daf Kufiyut Ravo Perek. Perek Aor Ve'arotev. Alors, Moré Verabota, il faut savoir que maintenant, on va s'engager dans une étude qui est particulièrement complexe. Pour quelle raison? Premièrement, parce que ce sont des sujets abstraits. Deuxièmement, parce que ça n'a pas d'impact dans notre vie au quotidien. Généralement, on est toujours motivé à étudier des sujets qui nous concernent dans la pratique de tous les jours. Nahon, tout ce qui fait partie de notre quotidien nous intéresse. Mais lorsqu'on étudie des sujets qui étaient d'actualité à l'époque du Beth Amikdash et qui, de nos jours, n'a pas d'impact sur notre existence, sur notre vie, eh bien, ça reste totalement abstrait. Et en plus, quand on va rentrer dans des détails dans tous ces sujets abstraits, ça devient extrêmement compliqué. Donc, vous allez passer quelques jours de Kaparat Avonot. C'est le sujet de Tum'a et Tahara. Le sujet de Tum'a et Tahara, c'est-à-dire que normalement, quand on rentrait dans le Beth Amikdash, il fallait être Tahor. Lorsqu'on mangeait un korban sacré, il fallait être Tahor. Ou il fallait que l'aliment du korban soit Tahor. Le Kohen, il mange la terouma qui est Kadosh. Il faut que cette terouma, elle soit Tehora. Il faut que le Kohen soit Tahor. Et il y a des possibilités que ce qui était Tahor devienne Tamé. Comment ce qui était Tahor va devenir Tamé? Alors il y a deux sortes de Tum'a. Il y a Tum'a intrinsèque et il y a Tum'a par contamination. Tum'a intrinsèque, c'est-à-dire que la Torah nous dit que telle personne ou tel élément est Tamé. Exemple, une femme nida, elle est Tméa. Nachon? Celui qui la touche devient impur. Metzora, Yoledet, un Zav, Zava, Nachon? Baal Keri. Ce sont des personnes qui sont devenues tamées de par un facteur déclenchant. Par exemple, l'écoulement de sang pour la nida, l'épanchement pour un homme, des choses comme ça. Il y a une Tum'a intrinsèque. La Torah nous dit, c'est le statut de cette personne, c'est qu'elle est tamée. Elle n'a pas eu besoin de toucher quelque chose pour devenir tamée. C'est pas par contamination. C'est de par elle-même. C'est une Tum'a intrinsèque. Mais il y a une Tum'a qui se transmet, qui est transmissible. Ça veut dire que l'élément n'était pas tamé, il le deviendra par contact avec une source de Tum'a. Un homme peut devenir tamé en touchant une source de Tum'a. Exemple, si j'ai touché un Zav, un Baal Keri, un Metzora, un Nida, Zava, ainsi de suite. Shirvat Zera, il y a toutes sortes de choses qui font que si je touche, je deviens tamé. Il n'y a pas que moi. Pareil pour un Keli. Si le Keli, il touche la source d'impureté, il deviendra tamé. J'ai oublié de rappeler le Avi Avot Atum'a. C'est le Met. Le mort, il est source d'impureté. Celui qui touche le mort, il devient impur. Même s'il était juste sous le même toit, déjà il devient impur, même sans le toucher. Et le Avi Avot Atum'a, pourquoi on l'appelle Avi Avot Atum'a? Parce que généralement, la contamination de la Tum'a se fait dans un ordre décroissant. Ça veut dire que si par exemple le A était la source de Tum'a et l'élément B a touché l'élément A, le B va devenir tamé, mais pas comme le A. Je prends un exemple. J'ai ici un mort. Qu'est-ce qu'il est? Avi Avot Atum'a. Celui qui le touche, qu'est-ce qu'il devient? Av Hatum'a.
Celui qui va toucher ce Avatum'a, qu'est-ce qui va devenir? Rishon la Tum'a. Ensuite, il peut y avoir un Sheni la Tum'a. Rappelez-vous, et ça on va le dire comme ça une fois pour toutes, c'est une introduction, le maximum de Tum'a qu'il pourrait y avoir dans Hulin, dans le secteur de tout ce qui est profane, tout ce qui est normal, eh bien c'est jusqu'à Sheni la Tum'a. Mais si on est dans le domaine de la Teruma, puisque la Teruma elle est sacrée, elle est plus sensible à la Tum'a. On peut aller jusqu'à Shelishi la Tum'a. La contamination de Tum'a, elle peut aller au maximum, 3e degré de Tum'a. Shelishi la Tum'a. Pour tout ce qui est Korban, tout ce qui est Kodesh, puisque c'est élevé, c'est sacré, plus la chose elle est sacrée, plus elle est vulnérable, plus elle est sensible à la Tum'a. Donc on peut aller jusqu'à Revi'i la Tum'a. Donc dans le Hulin, maximum de contamination de Tum'a, Sheni la Tum'a. Pour la Teruma, maximum, Shelishi. Pour le Kodesh, maximum de contamination, Revi'i la Tum'a. Alors, si on a une source d'impureté, qu'est-ce qu'elle est en général? Une source d'impureté, elle est Av. À part le mort qui, lui, il est super tamé, il est Avi Avot Atum'a. Mais sinon, en général, toutes les sources d'impureté, c'est Av Atum'a. Maintenant, la contamination par rapport à un homme ou un Kéli, elle est plus difficile que la contamination pour un aliment. C'est-à-dire, un homme, pour devenir tamé, ou un Kéli, pour devenir tamé, il faut obligatoirement qu'il soit en contact physique avec une source d'impureté de quel niveau? Av Hatum'a. Au minimum. À plus forte raison, Avi Avot. Mais Av Hatum'a. Mais s'il était en contact avec un Rishon Hatum'a, ça ne passe pas. Un Rishon Hatum'a ne peut pas rendre un homme tamé. Un Rishon Hatum'a ne peut pas rendre un Kéli tamé. Mais qu'est-ce qui peut rendre tamé? Un Ochel. Un Ochel peut rendre un... Il peut devenir tamé. Un Ochel peut devenir tamé. Il touche un Rishon Hatum'a, le Ochel va devenir tamé. Par exemple, le Kéli a touché un homme qui était tamé, un Baal Kéri. D'accord? Baal Kéri, il est tamé. Qu'est-ce qu'il est? Il est Avatum'a. Il a touché le verre, qu'est-ce qu'il est devenu? Rishon. Maintenant, le Ochel a touché le verre, il est devenu Sheni. Voilà. Mais, si par exemple, un homme touche le verre, rien ne se passera. Un autre verre touche le verre, rien ne se passera. Car un Kéli ne peut recevoir la Tum'a que à partir d'une source de Tum'a, d'un Avatum'a, mais pas d'un intermédiaire, pas d'un Rishon. Maintenant, on va apprendre aussi que pour qu'un Ochel, un aliment, puisse communiquer de la Tum'a à un autre aliment, Ochel tamé, il peut être métamé. Ce Ochel qui était Rishon la Tum'a va rendre le Ochel Sheni la Tum'a. Et si on a la Teruma, le Sheni peut rendre Shlishi. Bahulin, le Sheni ne peut pas rendre Shlishi. D'accord? Rishon, Sheni, le troisième il a touché, est-ce que lui va devenir Shlishi? Non, parce que c'est du Hulin. Mais si c'était de la Teruma du Kohen, comme c'est Kadosh, il le touche au Sheni, il deviendra Shlishi. Et après, si le Shlishi touche un autre aliment, Teruma, rien ne se passe. Mais si l'autre aliment c'est de la viande du Korban, eh bien il deviendra Tamé. Pour que le Ochel, pour que l'aliment puisse communiquer de la Tum'a, contracter de la Tum'a, il faut que dans ce Ochel, il y ait le shi'ur de Kabetza. Mikol ha-Ochel asher ye'achel. Ochel qui peut passer par le gosier. Combien le gosier de l'homme peut contenir?
le volume d'un œuf. Donc pour que le ochel puisse être métamé un autre ochel, il faut qu'il y ait kabetza. Comment ça s'appelle lorsqu'un ochel il est métamé un autre ochel? Ça s'appelle tum'at ochalim. Tum'at ochalim. Ochalim, c'est ochel au pluriel. Pas ochlim, ochel, pas avec tséré, ani ochel, c'est avec tséré, 2 points, sous le chaf. Ochel avec ségol, c'est le ma'achal, c'est l'aliment. Il y a ochel et ochel. Ochel, je mange, c'est avec 2 points, sous le chaf, tséré. Et il y a l'aliment lui-même qui s'appelle ochel, c'est avec 3 points, ségol. Au pluriel, le pluriel de ochel avec ségol, c'est ochalim. Donc, les ochalim, tum'at ochalim, pour qu'un aliment tamé puisse rendre tamé un autre aliment par son contact, il faut que dans l'aliment qui est source de tum'a, qui est conducteur de tum'a, il faut qu'il ait kabetza. Maintenant, il y a une mahloket, kabetza c'est le volume d'un œuf. Il y a une mahloket entre les rishonim. Certains pensent que pas seulement pour communiquer de la tum'a, le ochel doit être kabetza, mais même pour devenir tamé, il faut qu'il soit kabetza. Certains rishonim pensent qu'un aliment ne peut devenir tamé de ce qu'on appelle tum'at ochalim que dans la mesure où il a un volume d'un œuf, kabetza. Sinon, il ne peut pas devenir tamé. D'autres pensent que non. Il peut devenir tamé même s'il y a moins de kabetza. C'est seulement pour être contagieux, c'est seulement pour contaminer un autre ochel qu'il faut kabetza. S'il est inférieur au volume d'un œuf, il ne peut pas contaminer un autre. Mais lui-même, s'il était au contact d'une source d'impureté, même s'il était moins que kabetza, il devient tamé. Et d'autres disent que non. Même pour devenir tamé, il faut obligatoirement kabetza. Ok. Alors, il y a donc cette notion de tum'at ochalim. On va voir qu'il y a également une notion de shomer la péri et aussi yad la péri. Qu'est-ce que c'est que shomer et qu'est-ce que c'est que yad? Il y a des éléments qui ne sont pas des aliments en tant que tels, mais peuvent devenir des aliments lorsqu'ils sont associés à l'aliment. Des éléments qui peuvent devenir des aliments lorsqu'ils sont associés à l'aliment. Par exemple, il y a des particules. Je vais prendre l'exemple des épices. Les épices. Est-ce que des épices, ça se mange comme ça, telles quelles? Non. Personne ne mange des épices. On a déjà vu quelqu'un qui mange du poivre tout seul? Non. Mais les épices, quand ils sont associés à l'aliment, ils deviennent automatiquement, ils font partie intégrante de l'aliment. Donc ils s'associent. Imaginons que j'avais moins de kabetza, moins d'un volume d'un œuf, au niveau de la viande, qui était tamée. Et ensuite, un autre morceau de viande a touché ce morceau de viande. Si je mesure le morceau de viande, il fait moins de kabetza. Donc, il ne peut pas contracter de la touma. Mais si je prends en compte les épices, je prends en compte le rotev, je prends en compte le shomer, parfois même la peau du fruit. La peau du fruit ne se mange pas telle qu'elle. Mais elle est shomer la péri. Shomer la péri, quelque chose qui est shomer, la peau du fruit. Est-ce qu'elle s'associe? Est-ce qu'on peut l'additionner pour dire, voilà, j'ai un volume d'un œuf. Est-ce que je prends que le fruit comme référence ou bien même la peau du fruit? La peau du fruit, elle est prise en considération pour constituer le volume de kabetza, étant donné que la peau, c'est un shomer. Et le shomer,
est considéré comme le ochel lorsqu'il est relié au ochel. Il est considéré comme l'aliment lorsqu'il est chômeur sur l'aliment et lié à l'aliment. S'il est détaché de l'aliment, il ne vaut rien. C'est une peau qui n'est pas comestible. Mais si c'est rattaché à l'aliment et ça fait office de chômeur, de protecteur du fruit, ou bien une peau par rapport à de la viande, eh bien c'est considéré chômeur, comme le fruit. Et on peut additionner l'un plus l'autre égale volume d'un œuf. Et ça peut communiquer la touma à un autre ochel. Maintenant, on peut avoir aussi un élément qui est annexe et qui n'est pas chômeur, comme par exemple le yad. Yad, c'est par exemple la petite branche qui permet de tenir le fruit. Ou bien l'os auquel est rattaché un morceau de viande. Ça permet de tenir la viande avec l'os comme une fourchette. C'est yad, la péri. Yad, la ochel. C'est un manche. Ça sert de manche. Puisque ça sert de manche, pour tenir le ochel, il est relié au ochel, il permet de le tenir. Il est considéré comme le ochel, mais pas complètement. C'est-à-dire, on ne peut pas l'additionner pour constituer le volume. On ne peut pas dire l'os plus le morceau de viande, ça fait en tout kabetza. Et donc, voilà, ça peut communiquer la touma. Non. Dans le shomer, la peau, oui. Le protecteur, la peau qui protège, ça peut être considéré comme le ochel lui-même pour constituer le volume de kabetza. Et par conséquent, ça peut communiquer la touma. Mais le manche, le yad, le manche, l'os par exemple qui permet de tenir la viande, si dans ce morceau de viande il n'y a pas kabetza, bien qu'avec l'os on a kabetza, il n'y a pas de touma, on ne peut pas communiquer la touma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kabetza de viande. Alors quel est le statut du yad? À quoi il sert? Le yad, il sert à être conducteur. Il est véhicule. Ça veut dire que si dans la viande il y avait kabetza, donc on avait le shi'ur de Tum'a dans le morceau de viande qui était collé à l'os. Et maintenant, il y a un ochel, il y a ce petit pain qui a touché l'os. Est-ce que ce petit pain, c'est considéré qu'il a touché le morceau de viande ou pas? Il me dit, mais non, il n'a pas touché le morceau de viande, il a touché que l'os. Je te dis, oui, c'est vrai. Il a touché que l'os. Mais l'os est conducteur. La Tum'a de la viande qui faisait kabetza, elle communique cette Tum'a-là à l'autre morceau via l'os. Pourquoi? Parce que cet os-là, il fait office de yad. Pour tenir la viande, pour déplacer la viande d'un endroit à l'autre, ou bien pour manger, ça permet de tenir la viande. Puisque ça permet de tenir la viande, ça devient yad. Puisque c'est yad, c'est annexé mais pas additionné. Alors je répète, le shomer, il n'est pas seulement annexé, il est même additionnable, il est associable. Il peut faire partie du ochel comme s'il était mangeable. La peau toute seule, mangeable? Non. La peau toute seule, c'est considéré un aliment? Non. Est-ce que ça a de la touma? Non. Mais quand c'est collé au ochel, oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire oui? Eh bien oui, c'est considéré mamash comme un aliment, comme si tu mangeais la peau. Et à tel point que tu peux additionner le volume de la peau avec le volume du fruit ou de la viande, la peau qui couvre la viande, shomer, à ochel, c'est comme ochel. Et donc tu dis, un demi-kabetza de peau, un demi-kabetza de viande ou de fruits, en tout ça fait kabetza, c'est bon. Mais si tu as un demi-kabetza d'os et un demi-kabetza de viande, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas les additionner. Car l'os ne devient pas ochel, même s'il est collé au ochel. Il est juste yad, il n'est pas shomer. La peau, elle est shomer, elle devient ochel quand elle est attachée au ochel. Le yad, il ne devient pas ochel même s'il est attaché au ochel. Alors quel est son statut? Il devient conducteur. C'est-à-dire que si dans la viande qui est collée à l'os,
Si dans le péri qui est collé au yad, il y a kabetza, et ce péri, il était tamé, cette viande, elle était tamée, eh bien, le gâteau qui a touché l'os, le gâteau qui a touché la petite branche qui permettait de tenir le fruit, va devenir tamé, comme si elle avait touché la viande elle-même, comme si elle avait touché le fruit lui-même. Donc, on a compris quelques notions, et maintenant, dans cette Mishnah, on va parler de Tum'at Ochalim, et on va parler de Tum'at Nevelot. Tum'at Ochel, c'est une Tum'a qui a été contractée par contact physique, et Tum'at Nevelot, c'est une Tum'a intrinsèque. La Nevela, c'est une charogne, une bête qui n'a pas été abattue rituellement, elle n'a pas subi de shrita. Donc c'est une charogne. Qu'est-ce qu'elle est? Av hatum'a. Si je la touche, je deviens tamé. Si je la soulève, même sans la toucher, je deviens tamé. Car nous avons une règle. Nevela, metam'a, bemaga ou bemassa. La nevela, elle peut contracter de la tum'a, soit maga, en contact direct, soit massa, en la soulevant dans un sac, même si je n'ai pas touché la charogne, j'ai soulevé le sac. Le sac, qu'est-ce qu'il était? Il était Rishon la Tum'a. Moi, je suis Adam. Est-ce qu'un Adam qui touche un Rishon devient tamé? On a déjà dit que non. Mais si je soulève la Nevela, eh bien, je vais devenir tamé. Auquel titre? Massa. Nevela metam'a bemassa. J'ai soulevé. Nosé. Anoset nivlata itma adaravev. Dites-moi vous. Et devinez. Comme Maga. C'est-à-dire. C'est qui l'homme va devenir Rishon. La Nevela, Av. Donc forcément, l'homme deviendra Rishon. Car on rétrograde toujours. À chaque fois qu'il y a eu transmission de Tum'a, il y a eu forcément dégradation, obligatoirement. Donc maintenant, on va voir qu'il y a des éléments qui s'associent à l'aliment pour être considérés comme aliments. Regardez, le début de la Mishnah. Ha'or, ve'harotev, ve'hakipa, ve'ha'alal, ve'ha'atzamot, ve'hagidim, ve'hakarnaim, ve'hatlafaim, mitztarfim, letame, tum'at ochalin, avallo, tum'at nevelot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, je voudrais, on va dire de manière très inhabituelle, étudier tout le Rashi avec vous. Ha'or ve'harotev. La peau, rotev, la sauce, donc le jus qui a durci, donc c'est de la gelée. Akipa, c'est des épices. Ha'alal, on va voir c'est quoi la traduction de halal. Il y a ceux qui traduisent halal par le tendon qui est sur toute la ligne de la colonne vertébrale jusqu'au cou. Le tendon qui relie le cou avec la colonne vertébrale, c'est un tendon qui est sur toute la ligne, qui s'appelle halal. S'il a été coupé, il ne peut plus ensuite être rémédié, il ne peut plus ensuite se souder. Il y a ceux qui expliquent halal, c'est des morceaux de viande qui sont restés collés sur la peau après avoir dépouillé la bête. C'est-à-dire, lorsque le shohet, après avoir fait la shrita, le boucher va prendre cette bête, il va l'accrocher, et il va prendre son couteau, il va dépouiller la bête de sa peau. Avec le couteau, parfois, quand il coupe, il n'a pas été très, très attentif. Il y a des petits morceaux de viande qui restent collés à la peau. Ces petits morceaux de viande, ils n'ont pas kabetza. Il y a un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. D'accord? Ça s'appelle halal. Alors on verra après dans la Gemara la discussion justement à propos de ce halal, la traduction. Rashi nous dit halal, bigmara mefaresh. On verra dans la Gemara. Mais reprenez le premier Rashi du Perek. Ha'or ve'arotev.
Ha'or shel behema shchuta. La peau d'une bête qui a été shchitée. Kegon pachot mikabetza basar. Comme par exemple dans le cas où il y avait un morceau de viande inférieur au volume d'un œuf. Ve'ora adukba ou mashlima le kabetza. Mais la peau qui était collée à ce morceau de viande complétait le volume de kabetza, d'un œuf. Mitztaref. Cette peau peut être additionnée et associée à la viande pour être considérée ochel, comme si c'était mangeable, comme si la peau était mangeable. Pourquoi? Mipene sheu shomer, car la peau sert de protection pour la chair. Au Bigmara Yalfinan, et dans la Gemara, on va déduire d'un pasouk, chez Hashomrim, mitztarfim letum'a kala, tum'at ochalin. On va apprendre que le shomer peut s'associer carrément au shi'ur de kabetza, comme si c'était du ochel. Et pourquoi ça s'appelle tum'a kala? Rashi a dit tum'a kala, tum'a légère. Pourquoi on appelle cela tum'a légère? Par rapport à la tum'a qui est plus grave, laquelle? Tum'at nevela, dont on va parler dans la Mishnah. Pourquoi tum'at ochel, c'est léger, et tum'at nevela, c'est hamour? Parce que nevela, c'est av hatum'a. Alors que ochel, ça n'est jamais av. Un ochel ne peut jamais être av. Un ochel, il est maximum rishon la tum'a ou sheni la tum'a. Il n'y a pas de ochel qui est av. Nevela, c'est av hatum'a. Rotev, Rachidi, gelée, Belaaz, la gelée. Lorsque vous avez de la sauce, du jus de viande qui a gelé. Chez Ena Ochel, les kabel tum'a bifne atzma, aval mitztarefet le ashlim, les filles chez derech le ochlak chez krusha im abasar. Bien que les gens ne mangent pas la gelée toute seule, vous voyez, parfois, vous jetez la gelée, parce que vous n'allez pas manger de la gelée toute seule, une fois que vous avez terminé la viande. Mais lorsque vous mangez et que vous avez collé à votre morceau de viande un peu de gelée, c'est pas grave, vous mangez avec, mais vous n'allez pas faire un plat de gelée. Donc c'est mitztaref. Hakipa, Rashi nous dit, tavlin, ce sont les épices. Également, hem atzman, lav ochalin hashive, avalit starufe mitztarfin. Les épices ne sont pas considérées comme ochel en tant que tel. Ce n'est pas un aliment consommable. Mais c'est très bon lorsque c'est associé à un aliment. On le mange avec l'aliment. Donc il est additionnable, il est associable pour constituer le volume de kabetza requis. Et donc il sera soit mekabel tum'a, soit metamé. Vea halal mefaresh bagemara. Ve'ha'atzamot, également les os. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que ça s'associe, ça peut être associé pour constituer le shi'ur de kabetza. Ah bon? Ochel? Regardez Rashi. Ha'atzamot sheyesh bahem moah, ve'hu ochel, ve'ha'etzem shomer lo, lefikach mitztaref imo. Ici on parle des os où il y a dedans du moah. La moelle. Donc, ces os-là qui ont de la moelle, là, en effet, ça peut s'associer en tant que shomer et aussi ochel. Ve'akarnaim, mefarish bagemara kol shechotro ve'yotze mehem dam etzel ikaran milemata shem rakim mihu be'anpe nafshayu lav ochlan ninhu ve'atlafaim mishum shomer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a au niveau des cornes, il y a au niveau des sabots, la partie qui est reliée à la bête elle-même. Par exemple, dans les cornes, bizarrement, vous allez couper les extrémités de la corne, il n'y a pas de sang. Mais ce qui est proche de la tête, vous coupez là-bas, hop, vous voyez du sang. Donc cette partie de la corne qui est collée à la tête de la bête, que si vous coupez là-bas, il y a du sang, ça veut dire que cette partie-là de la corne, elle est molle. Si elle est molle, quand vous faites
du barbecue et que vous mettez un peu tout sur votre grille, eh bien vous croquez tout ce qui est croustillant. Vous allez même croquer cette partie de la corne qui était molle et qui a bien grillé. Ça fera partie du kebab. Donc les gens vont en effet grignoter cela. Eh bien, en tant que tel, personne ne va manger un morceau de corne, ou bien la partie du sabot qui est aussi collée à la pâte qui est molle, personne ne va manger ça. Mais la partie, quand c'est associé à la viande, on grignote aussi. Et c'est aussi Hashuv Mishum Shomer, Tlafaim Mishum Shomer. Très bien. Relisons toute la Mishnah. Ha'or, la peau. Harotev, la gelée. Hakipa, les épices. Ha'alal, on verra dans la Gemara la traduction. Hatzamot, les os. Hagidin, les nerfs. Karnaïm, les cornes. Tlafaïm, les sabots. Mitztar et fin peuvent s'associer, s'additionner pour constituer le volume de Kabetza, l'étamé, Tum'at Ochalin. L'étamé, Tum'at Ochalim. Qu'est-ce que ça veut dire l'étamé, Tum'at Ochalin? Est-ce que c'est pour communiquer de la Tum'a ou bien est-ce que c'est pour recevoir de la Tum'a qu'on a besoin de Kabetza? Mahloket entre les Rishonim. Certains disent que même pour recevoir de la Tum'a, un aliment doit avoir un volume de Kabetza. S'il a moins de Kabetza, un aliment ne peut pas recevoir de la Tum'a. Mais d'autres disent que non, un aliment peut recevoir de la Tum'a même avec Kazaït, ou bien même moi. Mais pour communiquer de la Tum'a, il faut Kabetza. Mahloket entre les Rishonim. Je répète ma question. Kabetza, on a besoin pour recevoir de la Tum'a ou bien pour communiquer? Mahloket. Bravo. Pour communiquer, tout le monde est d'accord qu'il faut Kabetza. La mahloket, elle est pour recevoir de la Tum'a. Pour devenir tamé, est-ce qu'on a besoin que l'aliment est Kabetza ou pas? C'est la mahloket entre les riches. Aval lo tum'at nevelot. Aval lo tum'at nevelot. Qu'est-ce que ça veut dire aval lo tum'at nevelot? La Torah nous dit que celui qui touche une charogne deviendra tamé parce que la charogne, elle est source de Tum'a, elle est Av'a Tum'a. Si quelqu'un touche la peau de la bête, imaginons, je touche la chair de la Nevela. Je touche la chair de la Nevela. Je deviens tamé? Oui. Combien faut-il qu'il y ait au minimum? Kazaït. Il faut qu'il y ait Kazaït. Maintenant, imaginons que dans la viande de la Nevela, la viande de cette charogne, il y avait moins de Kazaït, mais la peau complétait le Kazaït. Est-ce que ça marche? Non. Bizarrement, au niveau de Tum'a Kala, le shomer Haperi est considéré comme le péri. Mais au niveau de Tum'a Hamura, Nevela, c'est Tum'a Hamura, c'est Avha Tum'a. Le shomer n'est pas considéré comme la Nevela, même si c'est collé à la Nevela. Le chidouche de shomer, le chidouche de yad, c'est que pour Tum'at Ochalim et pas pour Tum'at Nevelot. Que pour Tum'a Kalla et pas pour Tum'a Hamura. Dans Tum'a Hamura, il n'y a pas cette notion de shomer et de yad. C'est la chair elle-même de la charogne qui s'appelle Nevela et qui peut communiquer d'Atum'a. Si dans la chair, on n'a pas Kazaït, et on n'a pas donc le shi'ur requis pour la Tum'at Nevelot, rien ne peut s'associer pour constituer le Kazaït. Ni les os, ni la peau, ni les sabots. Regardez. Rashi, s'il vous plaît. Avalot Tum'at Nevelot. Imi Nevela hen, si ça provient d'une Nevela, tous ces éléments, En metamein, ve en mitztarfin le kazaït, le hashlim shi'ur, nevela le tamé. On ne peut pas associer tous ces éléments, ni la peau, ni la gelée, ni les épices, ni les os, ni les nerfs, ni les cornes, ni les sabots, pour constituer le kazaït de nevela. Détania, d'où on l'apprend.
La Braïta le déduit d'un pasouk. Hanogeya benivlata, celui qui touche à la nevela. Benivlata velo ba'atzamot, velo bagidim, velo ba'or. Celui qui touche la nevela, pas les atzamot, pas les gidim, pas le or. Ve'afal gab de shomer havia, en shomer mitztaref et tum'a hamura. Bien que la peau, bien que les sabots, ça protège, mais malgré tout, ce n'est pas mitztaref. Ça ne s'associe pas. Ça ne peut pas être associé pour constituer le shirour de kazaït qui est requis pour la tum'a de nevela. Non, même quand c'est collé. Non, c'est une couleur quand même. Même quand c'est collé. Oui. Et comment on peut accéder aux guides ou tout sans avoir touché la c'est possible. Alors, très très bien. La peau, je veux bien. La peau, c'est extérieur. Razak. Après la peau, c'est fini, tout est intérieur. Alors, écoutez quelque chose de beau, c'est que maintenant je vous ai un peu choqué, et je l'admets. Mais quand on est en train de dire que la peau et les sabots et tout ça, ça ne s'associe pas, c'est uniquement au niveau de la constitution du volume requis. Pour que la nevela communique de la tum'a, on n'a pas besoin de kabetza, on a besoin d'un moitié, kazaït. Déjà, la différence entre tum'at ochalim et tum'at nevela, tum'at ochalim c'est kabetza, tum'at nevela c'est kazaït. Même la moitié de kabetza, déjà, ça communique de la tum'a. C'est plus hamour. Et en plus, tum'at ochalim c'est rishon la tum'a. Ça ne peut rendre que sheni la tum'a, alors que nevela c'est ava tum'a. Ça peut être métamé même Adam, même Kelim, et les rendre Rishon la Tum'a. 2 secondes. Alors déjà, on a compris la différence entre Tumat Ochalim et Tumat Nevela. Mais maintenant, on a appris aussi une différence, c'est qu'au niveau de Tumat Ochalim, tout ce qui se mange avec l'aliment peut être considéré comme aliment pour constituer le volume requis de Kabetza. Donc, alors que pour la Nevela, même ce qui se mange avec la Nevela ne peut pas être considéré Nevela. Et qu'est-ce qui s'appelle Nevela? C'est la chair elle-même qui est mangeable. La chair elle-même, c'est elle la Nevela. La peau, les sabots, les cornes, tout ça, ce n'est pas Nevela. Ce n'est pas Nevela. Ah bon? Et donc quelqu'un qui toucherait par exemple une charogne. Une charogne, je ne l'ai pas encore dépouillée. Je n'ai pas encore ouvert le ventre. Je l'ai touché. J'ai touché la peau. Quoi, je suis tahor? D'après ce qu'on vient de dire, oui. Permettez-moi de vous choquer. Eh bien non. Cet homme qui touche la peau, il sera tamé. Mais on vient de dire que ça ne s'associe pas. Écoutez bien. Ça ne s'associe pas pour constituer le shirour de kazaït. Si par exemple j'avais un demi-kazaït de peau, un demi-kazaït de chair, je touche, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le volume de chair de Nevela requis. En effet. Mais si j'ai déjà un kazaït de viande collé à cette peau, donc je n'ai pas besoin de la peau pour constituer le shirour de kazaït. Je n'ai pas besoin de la peau. J'ai déjà kazaït de chair. Et la peau qui est collée, moi j'ai touché que la peau de l'extérieur. Je n'ai pas touché la chair. La peau est conductrice. Elle peut être conducteur sans être un élément qui est lui-même tamé. Mais il ne fait pas écran. Ça veut dire je touche la peau de la bête, c'est comme si je touchais la bête elle-même. Pourquoi? Car la peau qui est chômère est conductrice. Non! Si, il n'y a pas kazaït. Quand on dit mitztaref, lorsqu'on dit mitztaref, ça veut dire additionner. Or, la peau n'est pas additionnable. Je répète ce que j'ai dit. Si j'ai un demi-kazaït de viande, de nevela, collé à un demi-kazaït de peau de nevela, est-ce que c'est métamé? Non! Heureusement que tout le monde hurle. Non, jamais. On vient d'expliquer que c'est toute la différence entre la peau
qui est associée à Ochel et la peau qui est associée à Nevela. C'est toute la différence. Dans Ochel, on a dit que le shomer, il est mitztaref, c'est-à-dire on peut additionner le shomer avec le Ochel. Dans les deux, il y a moins que Kabetza. Mais si entre les deux, on a Kabetza, alors ça y est, c'est métamé. Mais dans Nevela, si j'ai moins de kazaï de viande, il n'y a pas de Tum'at Nevela. Même si la peau ou l'os me complète le kazaït, c'est pas mitztaref. Bien que ce soit pas mitztaref, j'ai dit qu'il y a un chidouche gadol, c'est que ça peut être quand même conducteur. Si j'avais la base, c'est quoi la base? Kazaït Bassar Nevela. Ça, c'est source de Toum'a. La peau qui est collée à cette chair, si je l'ai touchée, eh bien oui, je deviens tamé. Car la peau de la Nevela est conductrice, mais elle n'est pas source de Toum'a. Le peau détaché de la Nevela, on n'est pas le temps, mais elle est tamée. Évidemment. Regardez s'il vous plaît Rashi. Ve'afalgav des shomer avia, en shomer mitztaref le tum'a hamura. Le shomer ne peut pas être mitztaref. On ne peut pas l'additionner pour constituer le volume requis. Vechen kippa verotev lav minevela ninu. Pareil pour les épices qui ont cuit avec la nevela ou la gelée qui a cuit avec la nevela. S'il n'y a pas kazaïd dans la viande, c'est pas mitztaref. Ve'alal ve'gidim lav basarhem. Pareil pour le halal. Pareil pour les guidim. C'est pas du bassar. Puisque c'est pas du bassar, alors il n'y a pas de tum'a de nevela. Aval ochalim be'alma havu bahade bassar. Mais c'est tout de même ochel bahade bassar. C'est-à-dire que quand on parle de tum'at ochalim, même ces éléments qui ne sont pas mangeables en tant que tels peuvent être annexés au ochel pour constituer le volume de ochel tamé. Très bien. Regardons maintenant la Mishnah. Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Elle était facile. Maintenant, prenez juste une petite respiration. La Mishnah dit comme ça. Kayotse bo ashohet behema temea le'oved kochavim umefarkeset metam'a tum'at ochalim aval lo tum'at nevelot ad she tamut ou ad sheyatiz et rocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din, les amis, d'une mefarkeset? Qu'est-ce que c'est que mefarkeset? C'est une bête qui, après la shrita, gigote encore. Lorsqu'elle gigote, est-ce qu'elle s'appelle morte? Un juif peut la manger. Pourquoi? Car la Torah dit qu'une fois que tu as fait la shrita, tout va bien. Mais un goy, il ne peut pas. Pourquoi? Les goyim n'ont pas le droit de manger une bête vivante. Comment ça s'appelle ce issur? Rappelez-moi. Ever min ha'hay. Quel est le din si pour un goy je lui ai fait la shrita? Est-ce que ça s'appelle que la bête, ça y est, elle gigote encore? Est-ce que ça s'appelle qu'elle est morte et il peut la manger? Non. Pour lui, elle est considérée comme encore vivante. Pourquoi? Parce que la shrita n'a aucune signification, aucun sens pour un goy. Les goy n'ont pas la mitzvah de shrita. Les goy n'ont pas la mitzvah de shrita. Puisque les goy n'ont pas la mitzvah de shrita, ils restent avec le issur de ce qu'on appelle Ever Minachai. Quand est-ce que le Ever Minachai va disparaître? Que lorsque la bête va totalement mourir, qu'elle va expirer son âme totalement. Mais tant qu'elle gigote encore, nous, le Ever Minachai, il a une limite. C'est quoi la limite de Ever Minachai pour nous? La mitzvah de shrita. Nous qui avons reçu la mitzvah de shrita, alors il a limité notre Issur Ever Minachai. Après la shrita, il n'y a plus de Issur Ever Minachai. Mais les goyim qui n'ont pas reçu la mitzvah de shrita, leur Issur de Ever Minachai n'a pas de limite. Puisqu'ils n'ont pas la mitzvah de shrita, donc ils n'ont pas de limite. Tant que la bête gigote, ils n'ont pas le droit. Alors maintenant, mefarkeset, pour un juif, ça s'appelle ochel. Ça y est, tu peux manger. S'il a reçu une tum'a, tac, c'est mekabel tum'a.
Regardez ça. Hashohet behemal tme'a le'oved kochavim. Le shohet, qu'est-ce qu'il est? Juif. Le propriétaire de la bête, qu'est-ce qu'il est? Goy. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire shrita de quelle bête, les amis? Alors, s'il vous plaît, âme sensible, s'abstenir. Il lui a demandé de faire la shrita d'un cheval. Il lui a dit de faire la shrita d'un chameau. Qui a demandé ça? Mustapha a demandé à Réhouven, prends ton couteau de shrita, fais-moi la shrita à ce chameau. Le chameau, il gigote encore. C'est quoi cette histoire? Hashohet, behemat me'a, les roved kochavim. C'est quoi behemat me'a? C'est le chameau. Bravo. Il y a tamé et tamé. Ne pas confondre entre tamé, interdit de manger, qu'on appelle tamé. C'est quoi les animaux tme'im pour nous? Tout ce qui est impropre à la consommation, on l'appelle bémot me'ot. Ça n'a rien à voir avec les dinim de Toum'a dont on parle ici. Nous, on parle de quoi? De Toum'a physique, en touchant. D'accord? De communication de Toum'a. Donc, un juif qui a tué une bête Tme'a pour un goy. Dites-moi, un chameau qui est mort, la charogne d'un chameau, le cadavre d'un cheval, si je le touche, est-ce que je deviens tamé, oui ou non? Heureusement que j'ai posé la question. Eh bien, oui. Non, il y a des différences qu'il y a. Il soit chameau là. Alors maintenant, dites-moi, quand on a fait la shrita à un chameau, maintenant ça change quelque chose que je l'ai tué le chameau avec un couteau sur le cou ou pas? Ça change rien? Non, quand il va mourir, qu'est-ce qu'il devient? Nevela. Nevela, c'est tamé, bien sûr. On va mourir, il devient Nevela, donc communique la Touma. Mais maintenant, quand il gigote, le chameau ou le cheval qu'on a égorgé, il gigote encore. Est-ce que maintenant, il s'appelle Nevela ou pas encore? Pas encore. Il n'y a pas de dit que Shrita c'est cet animal. Le propriétaire reste un goy, donc il est pas mort. Il est pas mort. Sur cet animal. C'est un goy, le propriétaire. Lisez la Mishnah et étonnez-vous. Lisez la Mishnah. On n'ose pas. À Shohet Behema Temea, un juif qui a fait la shrita d'un cheval ou d'un chameau, les rovet kochavim, pour un goy, ou mefar keset, et la bête gigote encore. Metam'a tum'at ochalin, aval lo tum'at nevelot, ad shetamut. Pour que ce cheval ou ce chameau puisse communiquer la tum'a de nevela, il faut qu'il meure complètement, qu'il arrête de gigoter, qu'il ait expiré son âme. Tant qu'il gigote, ça ne s'appelle pas encore nevela. Mais il peut s'appeler, écoutez bien, Ochel. Ochel? Pour qui? Pour le goy. On a dit que pour le goy, il ne peut pas le manger. Pourquoi? Parce que Ever Minahai. Pour le juif, il n'est pas mangeable. Pourquoi? Parce que c'est un cheval ou un chameau qui est tamé. Et pourtant, qu'est-ce que tu dis? Tum'at Ochalim. Quoi? Il est malade. Il a besoin de chevaline. Il est malade. Donc on lui fait, c'est bicouchronique. Pas mal. Pas mal. Est-ce qu'on a besoin de le tuer? Pour un juif qui est malade, tu n'as pas besoin de lui faire la shrita. Prends-lui prends-lui une pâte et mets-le à griller. Vivant. Ça c'est Verminachai, c'est Assour. Ça c'est Nevela, c'est Assour. De toute façon, l'un des deux, c'est Assour. Alors, Bekitso, écoutez le Ridouche Hatsum. Là, on va marcher sur des œufs. D'accord? Vous avez ici quelque chose d'invraisemblable. On est entre le marteau et l'enclume. Mitzah dehad, c'est une bémat mea qui n'est pas mangeable pour un juif. Tu aurais dû dire que dès qu'il lui a fait la shrita, ça y est, c'est nevela. D'autre part, tu ne peux pas dire que c'est une nevela pour le goy parce qu'elle gigote encore. Et qu'est-ce que tu me dis? C'est vrai, elle n'est pas nevela. Mais un juif, il ne peut pas manger. C'est vrai. Mais le goy, c'est considéré... Le goy, il ne peut pas manger quand c'est mefarkeset, malgré tout, puisque c'est un juif qui a fait la shrita. Et que pour les juifs, une bête comme une vache, comme un veau, comme un mouton, quand on lui fait la shrita, c'est considéré orel, alors la shrita d'un juif
même pour un chameau et un cheval, bien que le juif ne peut pas manger le chameau et le cheval, malgré tout, c'est considéré ochel, comme si c'était un mouton. En soi, pour personne, c'est considéré ochel. Et donc, si c'est considéré ochel, les frères et les amis, ok, tomate, exactement. C'est parce qu'il est juif. si par exemple, il y a... Je vous donne un exemple. Vous avez de la peau, d'accord? Imaginons, on avait un petit morceau. J'avais un petit pain qui a touché. Tum'at ochalim. Est-ce que c'est mitztaref? Oui, c'est mitztaref. Pourquoi? Parce que ça s'appelle ochel. Tu as touché l'os? Oui. Ochel. Regardez s'il vous plaît. Rachidi. Avalot tum'at nevelot. Non, excusez-moi. Kayotsebo. Rachidi dans les dernières lignes moyennes. Dernière ligne moyenne de Rashi. Kayotsebo. Yesheu metame tum'at ochalin. Liot mekabel tum'a min hasheretz. Umetame tum'at ochalin. Umetame ochalim acherim. Ve'eno mitame me'elav tum'at nevelot letame acherim. Il existe une possibilité d'avoir une tum'a qui est contractée en tant que tum'at ochel, c'est-à-dire que ça peut recevoir de la tum'a, mais ça n'a pas une tum'a intrinsèque. C'est juste tum'at ochalim. Nachon? Tum'a min hasheretz. C'est quoi tum'a min hasheretz? C'est une façon de parler, à chaque fois qu'on veut parler de tum'a par contamination et pas tum'a intrinsèque, ça s'appelle tum'at sheretz. Par exemple, un reptile mort a touché cet aliment, il a rendu tamé. Première des grandes lignes de Rashi. Celui qui a égorgé par exemple un chameau ou un cheval pour un goy. Rashi dit, Davka Israël. C'est seulement si le shohed c'était un juif. Mais un goy qui a fait la shrita, pourquoi c'est pas considéré ochel? Parce que pour les goyim, la shrita est insignifiante. C'est comme, tant qu'elle gigote, c'est considéré une bête vivante. C'est seulement si c'est un shohed Israël. Vedavka shrita, et Davka s'il lui a fait une bonne shrita à ce cheval. Vedavka tmea, et Davka si c'est une bête qui est impure comme un chameau, un cheval. Vedavka le'oved kochavim, et c'est seulement s'il a fait pour un goy, pas pour un juif. Alors regardez ça. Israël, sheshahat behemat tmea letzorech avodat kochavim, un juif qui a fait la shrita d'un chameau, d'un cheval, pour le goy qui lui a demandé. Ve'oda mefarkeset, et la bête elle gigote encore. Afalgab de lohazia le oved kochavim, bien que le goy ne peut pas encore manger cette bête. Debemita talia milta, puisque la Torah a dit que les goyim ne peuvent manger que des bêtes mortes, pas des bêtes vivantes, et celle qui gigote s'appelle encore vivante. Libne Noach velo sharia leu shrita ad shetamut, la Torah n'a pas accordé au Bnei Noach la possibilité de manger de la viande grâce à la shrita. Afilouachi, malgré tout, ho'il ve'Israël shahat shechita ma'aliyatai, puisque le shohet c'était un juif, et pour un juif cette shrita s'appelle shrita, eh bien figurez-vous que ça a un impact sur cette bête. Et donc maintenant qu'il lui a fait la shrita, le digne de Ever Minachai a sauté. Ve'ashkeha negabe Israël des shrita sharia legabe betehora. Et on voit que pour un mouton, ou pour un bœuf, ou pour une vache, la shrita que fait le Israël à ce mouton, même s'il gigote encore, il peut manger déjà de ce morceau de cette bête qui gigote, un morceau de viande, il peut tout de suite prendre un petit bout, le mettre sur le gris et manger. C'est pas grave qu'elle gigote. Puisque la shrita a autorisé ce Issur Ever Minachai. Et Hilkach, c'est la raison pour laquelle Meshavia Leu Mahashavto Ochla Bishrita Af Bitmea Le'oved Kochavim. C'est la raison pour laquelle la Mahshava qu'a le juif au moment de la shrita, de faire une shrita à ce cheval ou à ce chameau pour le goy, c'est considéré shrita. Et donc ça donne à cette viande de cheval ou de chameau le statut de ochel. Aval Oved Kochavim Bishrita Lo Meshaviale Mahshavto Ochla. Mais si c'était un goy qui avait fait la shrita, eh bien, tant que cette bête gigote,
ce morceau de viande ne peut pas s'appeler ochel pour être mekabel tum'a. Vechen Israël benechira lab ochla meshaviala delo ashkeha nechira gabe. Pareil ici le juif par exemple, il avait tué la bête avec une nechira. Il lui a déchiqueté les simanim ou il lui a donné un coup de balle dans la tête. Eh bien ça s'appelle pas shchita. Tant que la bête gigote, elle n'est pas encore ochel. Ve'achitania, et d'ailleurs c'est écrit comme ça dans la Braïta que cite Rashi, nechara en batwa tum'a shel klum. S'il lui a fait la nechira, il lui a mis une balle dans la tête et elle gigote, il n'y a aucune tum'a, ni tum'at nevela, et ni tum'at ochalim. Ou bitehora li Israël, lo itzterich le mitne, de kol sheken d'avia ochla miyad bishchitata. Et si c'était un mouton dont on parle, si on parle d'un mouton, ou d'un bœuf ou d'une vache qui est cachère pour le juif, c'est évident que c'est mekabel tum'at ochalim, bien que la bête gigote encore, ça s'appelle ochel puisque c'est mangeable. Donc si jamais il y avait un reptile mort qui a touché la viande de la bête qui gigotait, le mouton ou le bœuf, c'est pas shoot que ça devient tamé, puisque c'est raoui la achila pour un juif. Donc c'est de toute évidence que c'est mekabel tum'a. Le chidouche phénoménal, le chidouche ici qui est incroyable de dire que c'est mekabel tum'at ochalim alors que c'est pas raoui la achila ni pour le juif ni pour le goy, là c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est ahurissant. Tu me dis que c'est mekabel tum'at ochalim alors que le juif il peut pas manger, le goy il peut pas manger parce que c'est vermina hay, le juif il peut pas manger parce que c'est un chameau, comment tu veux que ce soit ochalim? Et pourtant, puisque le juif c'est lui qui a fait la shrita, et la shrita elle est suffisante pour un mouton, pour pouvoir manger le mouton, eh bien c'est considéré comme qualifiant le chameau à devenir ochel, bien que la bête est encore en train de gigoter. C'est uniquement tum'at ochel, mais ça deviendra tum'at nevela que si, bravo, devenu tamé. Et rosha. Qu'est-ce que ça veut dire yatiz et rosha? Il y a encore une deuxième possibilité, que même si elle gigote, elle s'appelle nevela, s'il a décapité entièrement. Si jamais il a décapité la bête entièrement, ça s'appelle gistera, bien qu'elle gigote encore, elle s'appelle nevela complètement. Regardez Rashi. Gistera. Ou nevela hi de hashuba metav afilu mefarkeset, même si elle gigote. Et regardez comment la Mishnah conclut en disant Riba, letame tum'at ochalim, mima sheriba, letame tum'at nevelot. Ça veut dire que dans la Torah, on retrouve plus de notions de tum'a pour le ochel, un aliment, que tum'at nevela. Comme on vient de le voir par exemple, que le shomer ou les éléments annexes peuvent s'associer au ochel pour constituer le volume requis de Kabetza, et pourtant, ce n'est pas considéré mitztaref, le shomer, il n'est pas mitztaref pour constituer le volume de Nevela. Rashi. Riba katuv, le tametum atochalin, mima sheriba, deha ika kol hane, delegabe ochlin, ochlaninhu, ou Nevela lo mikaria, falga de shaireba. Tu vois que, au début de la Mishnah, on a dit qu'il y a plein d'éléments annexes qui s'associent à l'aliment tamé pour constituer le shi'ur de Tum'a, et pourtant, ce n'est pas associable à la Nevela. Et enfin, on va lire la dernière phrase de la Mishnah et on s'arrête là. Rabbi Yehuda Omer, ha'ala la mechunas, im yeshbo kazaïd b'makom echad, chayav halav. Rashi de dire, ha'mechunas, ha'ne'esaf b'makom echad. De'o'il ve'achsheve, lo batil, ve'hashiv habasar nevela, ve'chayav halav, im naga, ve'nichnas l'mikdash, o achal kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on nous dit que bien qu'on ait dit que la nevela, il faut kazaït, et s'il y a moins de kazaït, c'est pas considéré comme étant un shi'ur de nevela qui peut communiquer la Touma, mais s'il a récupéré des morceaux de halal, de pirouchim, on avait dit par exemple, des émincés de viande qui se retrouvent éparpillés dans la peau, ici et là, car au moment où le boucher a dépecé la bête, il a oublié quelques petits morceaux par-ci par-là qui sont inférieurs à kazaït.
Si ensuite il les a récupérés, Mechounas, ça veut dire qu'il a l'intention de les manger. Donc il leur a donné une hashivut. Alors Rabbi Yehuda dit, c'est considéré kazaït nevela. Nachon, bien que ce n'était pas un morceau d'emblée, mais il a récupéré par-ci et par-là des petits morceaux, il a constitué un kazaït. Pour Rabbi Yehuda, c'est considéré nevela. Et que ça veut dire hayav alav? C'est quoi hayav? Hayav, c'est que s'il a touché, l'homme est devenu tamé. Pourquoi? Parce qu'il a touché kazaït de nevela. Et maintenant qu'il est devenu rishon atum'a, il n'a pas le droit de rentrer où? Au Bet Amikdash. Et s'il est rentré au Bet Amikdash, il est hayav karet. Pourquoi? Un homme tamé qui rentre au Bet Amikdash, et alors il est hayav karet. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on ne monte pas sur le mont du temple, parce que un tamé n'a pas le droit de rentrer dans le comme à Kodesh, dans le lieu du Bet Amikdash. Or nous, tant qu'on n'a pas encore été aspergé avec les cendres de Paradouma, alors on a encore Atmet. Donc on ne peut pas se permettre de rentrer là-bas. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils savent exactement où il faut s'arrêter. Et donc ils vont au mikvé avant, enfin ils sont censés aller au mikvé pour enlever toutes les autres Tum'ot. Qu'est-ce qui reste? Que Atmet. Un Tamémet, il peut rentrer dans un certain secteur. Parce qu'il y a Mahane Israël, Mahane Lévia, Mahane Shechina. Alors, dans le Harabaït, il y a la partie de Mahane Lévia. Eux, ils pensent qu'ils savent exactement où s'arrêter pour ne pas rentrer dans Mahane Shechina en tant que Tmemet. Donc, à Kol Panim, celui qui rentrerait après avoir touché la Nevela dans le Bet Amikdash, il est Hayav Karet. Alors, Rabbi Yehuda te dit, même s'il n'y avait pas Kazaït dans cette Nevela, mais en récupérant des petits morceaux de viande qui étaient éparpillés sur la peau et que le boucher les a récupérés, puisqu'il a l'intention de les manger, donc il leur a donné Hashivut, ça s'appelle Kazaït Nevela.